Chers téléspectateurs, je vais vous parler aujourd'hui de nouveau de la Commune de Paris dont nous célébrons le 150e anniversaire. Il y a quelques semaines, je m'étais penché sur les origines de ce moment tragique de notre histoire nationale et aujourd'hui, je vais rapidement évoquer le déroulement de cette Commune de Paris et la place qu'elle occupe dans la mémoire nationale, les débats historiographiques qu'elle a engendrés. Je rappelle rapidement dans quelles conditions tout cela a commencé. Bien sûr, la défaite de 1870. Les armées impériales sont complètement vaincues en août et au début du mois de septembre. C'est le désastre de Sedan. Napoléon III prisonnier. L'impératrice remplace Émile Olivier par le général Cousin Montauban, comte de Palikao. Mais tout cela est éphémère puisque le 4 septembre, 3 jours après le désastre de Sedan, la foule envahit la Chambre des députés et l'on proclame bientôt, à la Chambre des députés puis à l'Hôtel de Ville, la République. 4 septembre, donc 1870. Un gouvernement de défense nationale est mis en place, présidé par le général Trochu, un obscur militaire, mais l'âme de ce gouvernement, c'est Léon Gambetta, député républicain, qui entend poursuivre la lutte contre l'envahisseur. Une lutte sans espoir, puisque très vite, les Prussiens vont investir Paris et entamer le siège de la capitale, où l'on s'organise comme on peut pour résister. La capitale dispose des 200 000 hommes de la garde nationale, mais cela ne suffira pas. Et on voit à ce moment s'additionner les conditions qui vont entraîner l'insurrection. Les origines lointaines, nous les avions déjà évoquées. Une capitale complètement transformée par les travaux d'Haussmann, dans laquelle les populations ouvrières ont été de fait expulsées vers les périphéries, une capitale où la paupérisation des couches populaires s'est affirmée au cours des années précédentes, en fait une véritable poudrière à beaucoup d'égards. On s'en rend compte en mai 1870, le 8 mai, quand le plébiscite organisé par Napoléon III pour obtenir l'approbation du peuple quant à ses réformes libérales remporte un succès complet dans toute la France, sauf à Paris, où le non l'emporte. Ce qui est un signal évidemment inquiétant. Paris apparaît alors comme une sorte d'isolat républicain au sein d'une France profondément conservatrice. Alors, il faut également tenir compte d'une tradition parisienne, d'une tradition révolutionnaire qui s'est manifestée lors des grandes journées de la Grande Révolution en 1789, en 1792, lors de la chute de la monarchie, en 1793, enfin en 1795 avec les émeutes de Germinal et de Prairial, et puis plus tard, nous avons eu la Révolution de 1830 qui porte au pouvoir Louis-Philippe et la monarchie de Juillet. Dans les années 1830, les émeutes de 1832, 34, 39, quelques tentatives de résistance au coup d'État de décembre 1851. Paris, c'est évidemment le foyer révolutionnaire par excellence en France. C'est une ville qui a une tradition rebelle que l'on va retrouver en 1871. Et là, il y a un contraste complet avec une province qui, à la faveur de la longue prospérité du XIXe siècle, est devenue profondément conservatrice. C'est une province où la petite propriété paysanne conduit effectivement à des comportements conservateurs. On ne veut pas entendre parler des partageux qui de temps à autre se manifestent à Paris. C'est un paramètre évidemment important pour comprendre les événements. Et puis tout cela va s'aggraver avec le siège de Paris. Les Parisiens ont le sentiment qu'ils ont spécialement souffert en ces circonstances et que le reste de la province finalement s'en est pas trop mal tiré, et ils ont le sentiment, les Parisiens, que les sacrifices qu'ils ont consentis finalement sont un peu réduits à néant par la passivité de leurs autres compatriotes. Et ces Parisiens qui sont regroupés au sein d'une garde nationale forte de 250 bataillons
révolution, eh bien, ils ont créé dans les 20 arrondissements des comités de vigilance après la proclamation de la République pour veiller à ce que cette République ne soit pas remise en cause. Et puis, ils ont constitué, à partir des arrondissements, un comité central, ensuite, de la garde nationale, qui va être une instance décisive durant les événements de la commune. Alors, au départ, ces Parisiens, ils sont pour poursuivre la guerre. On réclame la sortie en masse. On réclame une guerre qui rappelle la mobilisation générale de la levée en masse de 1793. Il y a toute une dimension patriotique jusqu'au boutiste chez les Parisiens qu'il faut également prendre en compte. Des Parisiens qui réclament également que soit élue une municipalité révolutionnaire comparable à ce qu'avait été la commune insurrectionnelle en 1792. Et donc une ville, on le voit, où la situation est potentiellement explosive. On s'en rend compte en octobre, le 31 octobre, à la nouvelle de la capitulation de Metz, quand le maréchal Bazaine décide de se rendre aux Prussiens. Au même moment, il y a un échec, l'échec d'une sortie à hauteur du Bourget. Tout cela crée les conditions d'une émeute annonciatrice à beaucoup d'égards de la suite. Alors, quand on apprend le 28 janvier qu'un armistice a été conclu avec les Prussiens. Évidemment, la colère gronde d'autant à Paris, et cette colère ne va faire que s'aggraver lors des élections du début du mois de février, qui aboutissent à la formation de l'Assemblée de Bordeaux. Pourquoi cette colère des Parisiens? Parce que c'est une majorité très largement conservatrice et même monarchiste qui l'emporte lors de ces élections face à une capitale qui, elle, se veut républicaine. Une capitale où le comité central de la garde nationale est en train de devenir une instance de pouvoir tout à fait essentielle. Quand l'Assemblée de Bordeaux prend un certain nombre de mesures qui vont être perçues comme des provocations par les Parisiens, les choses s'aggravent. L'Assemblée de Bordeaux va suspendre le moratoire qui avait été installé sur le paiement des dettes pendant le siège. L'Assemblée de Bordeaux également va réclamer que l'on recommence à payer son loyer. L'Assemblée de Bordeaux, en même temps, va supprimer la solde quotidienne des gardes nationaux. Autant de mesures, évidemment, qui sont très mal perçues à Paris. Et les choses s'aggravent quand on annonce que le gouvernement qui s'est formé à Bordeaux, l'exécutif, présidé par Thiers, décide de s'installer non pas à Paris, dans la capitale du pays, mais à Versailles. Ce qui en soi, évidemment, est tout un symbole. Les choses s'aggravent, nous l'avions vu, quand le pouvoir installé à Versailles entend récupérer les canons que les Parisiens avaient rassemblés durant le siège, notamment les canons qui sont entreposés à Montmartre le 18 mars. C'est une manœuvre qui échoue complètement, qui entraîne l'insurrection de la capitale. C'est l'émeute. Les généraux Lecomte et Clément Thomas sont fusillés. Le gouvernement s'enfuit à Versailles. Thiers s'enfuit à Versailles. Et c'est le comité central de la garde nationale qui prend alors les choses en main. Quelques jours plus tard, le 26 mars 1871, il y a des élections qui sont organisés, 230 000 votants sur 470 000 électeurs, donc à peu près la moitié des électeurs potentiels. Hein. Beaucoup de Parisiens ont quitté la ville avant le siège ou après le siège, par crainte aussi des mouvements sociaux qui risquent d'éclater par crainte de l'émeute. Hein. Alors, on voit lors de ces élections la mobilisation des quartiers de l'Est et du Sud, qui sont les quartiers populaires, hein, d'autant que les élus des arrondissements modérés très vite ne vont pas siéger dans cette commune qui est ainsi constituée et qui est formée de manière assez hétéroclite. C'est une coalition dans laquelle on va retrouver des républicains jacobins, on va retrouver des partisans de la guerre des jusqu'au boutistes qui veulent continuer la lutte, on va retrouver des socialistes
généralement inspirés par Proudhon. On va retrouver des blanquistes, le vieil insurgé républicain abonné aux peines de prison pendant des dizaines d'années. En gros, ces différents acteurs se divisent en deux groupes. Les majoritaires sont des républicains, on pourrait dire de tradition robespierriste, bien représentés par le journaliste Delécluze. On pourrait ajouter les blanquistes que je viens d'évoquer, qui rêvent depuis toujours à ce qu'une minorité insurrectionnelle s'empare du pouvoir. Il faut également rajouter des internationalistes. L'Internationale ouvrière, créée en 1864, était très active à Paris. Et puis, il y a ceux qu'on pourrait appeler les minoritaires, qui, eux, sont des fédéralistes, qui souhaitent que les communes, des communes analogues à celles de Paris se constituent dans d'autres régions de France. Alors, eux sont très inspirés là, par Proudhon, par Bakounine également, de sensibilité donc plutôt anarchiste. Parmi ces gens-là, on va trouver Jules Vallès, par exemple, ou l'ouvrier relieur Varlin, qui sera une des grandes figures de la commune. Chez eux, la question sociale, évidemment, est omniprésente. Alors, cette commune va présenter un programme le 19 avril, et puis elle va commencer à travailler, et pendant un peu moins de 2 mois, eh bien, cette assemblée va prendre un certain nombre de décisions importantes. Le moratoire, un moratoire sur les échéances dues par les petits commerçants, l'annulation des loyers qui restaient dus, la réquisition des logements vacants pour les sans-abri, la restitution des objets engagés au mont-de-piété, l'abolition de la conscription et de l'armée permanente qui doit être remplacée par des milices populaires, une politique de libération des arts, et là c'est la figure de Gustave Courbet qui est en pointe, évidemment, Courbet qui va présider à la destruction de la colonne Vendôme. Un point important, c'est la réforme de l'enseignement, une instruction obligatoire, gratuite, laïque, débarrassée de toute connotation religieuse, hein, des écoles également pour les filles, et aussi des écoles professionnelles. Des mesures également en matière de travail. La commission du travail de la commune va abolir les retenues de salaire qui étaient parfois infligées par les patrons, le travail de nuit des boulangers. On va promouvoir l'autogestion ou la création de coopératives dans les ateliers, les entreprises qui ont été abandonnées par leurs patrons qui ont quitté la capitale. On va créer une bourse du travail appelée à remplacer les anciens bureaux de placement. De manière générale aussi, tout un climat de liberté s'installe, liberté de la presse, avec de nombreux journaux qui fleurissent, le Cri du peuple de Vallès, le Père Duchesne, qui renvoie à celui publié sous la Révolution par Hébert. Il y a des clubs révolutionnaires qui se constituent, qui se réunissent généralement dans les églises des quartiers populaires. C'est l'époque où Potier écrit son International, qui remporte très vite un grand succès. C'est l'époque où certaines cérémonies sont censées rassembler les insurgés, par exemple la destruction de la colonne Vendôme évoquée tout à l'heure. Alors, dans ce climat général, il ne faut pas oublier cependant, et c'est bien le calcul de Thiers, que Paris est complètement isolé. Il y a des tentatives de communes à Lyon et à Marseille, mais ce sont des échecs au bout du compte, et Thiers s'entend de fait avec Bismarck pour pouvoir reprendre les choses en main en obtenant la libération anticipée d'une certaine quantité de prisonniers de guerre. Bismarck veut négocier la paix rapidement, et il voit bien qu'il peut le faire avec Thiers, alors qu'un pouvoir révolutionnaire pourrait éventuellement mettre le feu aux poudres, comme ça avait été le cas en 1793. Hein. De plus, cette commune, bien sûr, elle dispose de forces armées, on l'a dit, la garde nationale notamment, mais l'organisation de celle-ci est quand même plutôt chaotique. On
le voit bien avec l'épisode de Louis Rossel, jeune officier protestant tout à fait hostile à ceux qu'il considère comme des capitulars et qui, pour cette raison, par patriotisme, rejoint la commune, mais qui sera incapable de mettre de l'ordre dans l'anarchie ambiante sur le plan militaire. Alors le résultat, c'est que le 21 mai, les Versaillais entrent dans Paris. C'est le début de la semaine sanglante. Les communards vont se défendre farouchement en installant partout des barricades, en incendiant un certain nombre de bâtiments publics comme le Palais des Tuileries ou l'Hôtel de Ville. Au fur et à mesure que les Versaillais avancent, eh bien, ils fusillent sans compter les insurgés pris les armes à la main. En réaction, les communards fusillent un certain nombre d'otages, dont Monseigneur Darbois, l'archevêque de Paris. Au bout du compte, la répression va être très lourde. Les travaux les plus récents ont minoré quand même quelque peu les chiffres qui ont été longtemps avancés. On parlait de 30 000 exécutions, ça serait plutôt autour de 6-7 000. Mais il y a aussi de nombreux exils, des déportations. Et plus célèbre, c'est l'exil de Courbet, par exemple, en Suisse, la déportation de Louise Michel en Nouvelle-Calédonie, par exemple. Et puis, ce qu'il faut dire aussi, c'est que cette répression va rendre possible la République modérée. Jusque-là, la République, telle qu'elle était perçue par la majorité des Français, c'était la République des insurgés parisiens, la République des partageux. Cela renvoyait aux souvenirs sanglants de la Révolution française, des événements de 1848. Eh bien, on se rend compte qu'un régime républicain est capable de maintenir l'ordre, de rétablir l'ordre, de mater justement ces rebelles parisiens, et c'est le point de départ d'une conversion lente et progressive des Français à l'idée républicaine. Tout cela avec le travail que va effectuer ensuite Gambetta, qui va se proclamer commis voyageur de la République et va réussir à gagner à cette idée et à ce régime les classes moyennes restées jusque-là réticentes et prudentes. Alors cette commune de Paris, bien sûr, les querelles d'interprétation n'ont pas manqué. Jacques Rougerie, l'un des meilleurs historiens de la période, les a bien résumés avec sa formule: est-ce que la commune a été une aurore ou au contraire un crépuscule? Il penche plutôt pour la deuxième hypothèse, considérant que le phénomène, c'est un petit peu l'aboutissement de tout un passé républicain, insurrectionnel, propre à Paris, plutôt que la première révolution sociale de l'ère industrielle. Et les débats sont encore ouverts à ce sujet, mais c'est plutôt la vision effectivement d'un crépuscule qui a tendance à s'imposer. Alors cette commune, évidemment, elle a laissé un héritage derrière elle. Il y a eu la répression, bien sûr, avec les attentes des vaincus, résumées dans la fameuse chanson du temps des cerises. Il y a eu pendant des années le pèlerinage annuel qui était mis en œuvre au cimetière du Père-Lachaise, auprès du mur des Fédérés, là où on avait fusillé les derniers insurgés. Après que l'amnistie fut survenue en 1879-1880, les socialistes, ensuite le Parti communiste, bien sûr, ont assuré la mémoire de la commune pendant plusieurs décennies. La révolution russe y a fait référence. Un navire de guerre bolchevique, soviétique, portera le nom de commune de Paris. Mais il n'y a pas que l'extrême gauche qui s'est reconnue dans la commune. Certains nationalistes, faisant référence à la figure de Rossel notamment, ont voulu rendre hommage aussi à ces combattants qui étaient aussi des patriotes. Et on a vu dans les années 60
60, divers mouvements nationalistes organisaient eux aussi un pèlerinage au Père-Lachaise. Hein. Cette commémoration va donc être entretenue pendant plusieurs générations, ranimée notamment à l'époque du Front populaire. Et puis, curieusement, en 1970, la commémoration du centenaire sera vraiment minimaliste, sans doute parce que dans la foulée de mai 68, eh bien, cette commune qui avait suscité, pour une part, les critiques de Marx, apparaissait comme un événement appartenant tout à fait à l'histoire. C'est plutôt que chez les socialistes, dans les milieux plutôt anarchistes, libertaires, que l'on pouvait retrouver un lien avec la commune de 1870. Certains, d'ailleurs, aujourd'hui, ont fait le rapprochement avec le mouvement des Gilets jaunes. C'est un petit peu aventuré, sans doute, mais cela témoigne en tout cas d'une permanence de l'esprit de rébellion dans le peuple français. La commune, aujourd'hui, fait écho un petit peu aux diverses formes de populisme, et l'affaire est encore d'actualité, puisqu'on l'a vu récemment, les débats autour du Sacré-Cœur, qui avait été construit, on le sait, pour expier les crimes de la commune, ou alors les débats concernant le 150e anniversaire qui ont animé le Conseil de Paris ces jours derniers, montrent que cet événement tragique demeure présent dans la mémoire nationale.